Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Libérer la bête, dans lequel nous partageons toute la matière dont un entrepreneur a besoin pour grandir et faire grandir la boîte qu'il a dans les tripes. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut Natacha. Comment vas-tu? Quel est ton check-in aujourd'hui? Eh bien, belle énergie, check-in de changement de lieu de vie. Voilà, ça se voit, le décor a changé derrière, le tableau n'est pas encore installé. Et je suis parti dans la montagne avec ma petite famille, la montagne de Haute-Provence. On est dans les châtaigniers. Mais c'est l'automne, là, au moment où on enregistre le podcast, les couleurs sont magnifiques je ressens un appel. Alors ça, c'est juste incroyable. Alors, on check-in avec énormément d'énergie autour de ça. Et accessoirement, c'est forcément un peu trash comme changement. Du coup, check-in un peu aussi, un peu perturbé par ce changement-là. Voilà, et Super. toi, quel est ton check-in? Eh bien, moi, je suis ravie d'être là, qu'on remette le couvert avec ce podcast, parce qu'il y a une petite période justement de transition qui a fait qu'on n'a pas pu enchaîner les podcasts comme on aurait voulu. Donc, je suis très contente qu'on enchaîne. Et justement, le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, c'est les transitions de vie. Et donc, sans plus attendre, nous allons attaquer ce sujet. Nicolas, dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce sujet? Transition de vie. C'est des périodes que je traversais sans m'en rendre compte avant. Et quand j'ai compris cette notion-là, ça fait partie des sujets pour lesquels, pour moi, quand on a mis un coup de projecteur là-dessus, ça devient presque impossible de ne plus les voir, en tout cas dans ma façon de fonctionner. Et c'est vraiment, ça a mis des mots, ça a mis une poignée sur ces étapes de vie moi, que je traverse à assez haute fréquence, hein, comme beaucoup de gens en fait, mais que je traversais un peu en mode zombie. Et depuis que j'ai cette clé-là, ça me permet d'en profiter un maximum, et en particulier dans des contextes où c'est pas toujours très agréable en fait. Voilà, donc on va creuser un petit peu, je pense, ce que c'est une transition de vie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais c'est un sujet qui me semble hyper utile. Et puis voilà, on est dans des belles grosses phases de transition en ce moment, donc c'est une clé intéressante. Et pourquoi tu envie de transmettre ce sujet? Pourquoi j'ai envie de transmettre ça? Moi, je suis en train d'en vivre deux, des transitions de vie, donc deux changements majeurs. Un changement dans la vie pro avec la publication de ce podcast chez Génération Do It Yourself, que 100 000 personnes ont entendu. J'ai reçu plusieurs milliers de demandes de contacts, des milliers de messages, etc. Donc, c'est ça que ça crée. Mathieu Stéphanie m'avait prédit un tsunami, et effectivement, c'est une bonne tête de tsunami, ce qui arrive à la boîte. Donc ça, première belle grosse transition de vie. Et puis la vie fait que ça fait 2 ans qu'on cherchait à bouger depuis la campagne d'Angers vers la montagne de la Drôme ou de la Haute-Provence. Et puis la vie fait que ça se fait exactement au même moment que la publication et que les remous de ce podcast. Du coup, double dose là. Mmh. Transition de vie, parce que le fait de passer d'habiter dans une maison très confortable à 10 minutes d'Angers à une maison dans la montagne qui n'avait pas de chauffage quand on est arrivé au milieu des châtaigniers sur 1,5 hectare de terrain, ça change deux, trois trucs, voilà, dans notre petite vie. La vie a Voilà, je beaucoup suis en plein d'humour, dedans, hein. donc pour moi c'était assez évident pardon, de faire un épisode là-dessus. Et c'est une clé qui me sert tellement en fait, que j'ai jamais pris le temps de vraiment transmettre proprement. Ok, excellent. Et du coup, c'est quoi cette clé? Cette clé, c'est déjà de les repérer, ces transitions de vie. Donc, si on s'arrête 2 minutes sur ce que c'est qu'une transition de vie, en tout cas Mhm. dans ma définition, si on veut, il y a le côté visible et puis le côté souvent qui est moins visible. Pour moi, la définition la plus claire, c'est celle qui correspond au côté moins visible. Le, Si je reprends cette image de l'aquarium, donc on baigne tous dans notre propre aquarium de peur, d'habitude, de croyances, etc. Puis on est tous comme dans un scaphandre, hein. Ça, on en avait parlé dans un épisode de podcast précédent. Transition de vie, dans ma définition, qu'est-ce que c'est? C'est un changement d'aquarium. Alors, il est conscient ou pas conscient, il est volontaire ou subi, mais c'est ni plus ni moins qu'un changement d'aquarium. Alors, il y a des petits changements d'aquarium, ça va faire de la micro-transition de vie, puis il y a des gros changements d'aquarium où on se prend quand même un gros coup un gros coup, soit dans le dos, soit dans les genoux, soit voilà, dans la tête, enfin, ça nous bouscule partout.
Et donc ça, c'est la partie moins visible, mais du coup, il faut être un tout petit peu conscient, un tout petit peu éduqué, si on veut, enfin avoir les clés pour les détecter sous cet angle-là. La manière avec laquelle on les vit la plupart du temps, c'est un changement majeur dans notre vie, que ce soit volontaire ou pas volontaire. Donc, le fait de se mettre en couple, le fait de se séparer, le fait de se marier, le fait d'avoir un enfant, le fait de déménager, le fait d'avoir un accident ou un gros coup dur, un deuil. Moi, tout ça, je mets ça dans la catégorie des transitions de vie, dans la vie perso, évidemment, dans la vie professionnelle, le fait de changer de boulot, le fait de monter une boîte, le fait de fermer une boîte, le fait de faire faillite, le fait de faire pivoter sa boîte. Tout ça, c'est des transitions de vie. Et donc, il y en a qui sont plus ou moins massives, mais à chaque fois, on en a, dans ma perception, en tout cas, le même processus qui se joue. Mmh. Et quel Voilà intérêt, ce du qui me coup, ouais. d'avoir conscience qu'on est en transition de vie, puisqu'on pourrait se dire que finalement, qu'on en ait conscience ou pas, la transition, elle se fait. Quel intérêt? Alors qu'on ait conscience ou pas, la transition se fait, ça dépend des transitions, en fait. Ça dépend beaucoup des transitions. Il y a une image que j'utilise beaucoup sur ce sujet des transitions de vie, c'est la métaphore ultra galvaudée et éculée de la chenille et du papillon. Donc tout le monde a entendu 10 000 fois cette histoire de la chenille qui devient papillon, etc. C'est utilisé dans tous les bouquins de développement personnel. Ce qui m'intéresse moi, dans cette métaphore-là, c'est ce qui se passe pendant la phase de transition, justement. Parce qu'on peut bien imaginer que c'est une sorte de transition de vie assez majeure pour la chenille. Donc la chenille, elle est tranquille, elle est chenille sur son arbre, sur sa branche. Hop, à un moment, elle se dit, tiens, c'est le moment. Elle fait son petit cocon, elle se love là-dedans, peinard. Et pendant longtemps, je m'imaginais qu'en fait, la chenille devenait papillon. Un peu, genre, il y avait des ailes qui se formaient autour de la chenille, puis le corps se transformait, puis pouf, papillon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. La chenille se désagrège complètement, en fait, se transforme dans une espèce de bouillie assez ignoble, enfin, ça ressemble à rien, quoi. Et puis, de cette bouillie naît un papillon. Voilà, mais donc, chenille devient rien, une espèce de purée qui ressemble à rien, et de la purée qui ressemble à rien. Alors, l'histoire dit, je n'ai pas complètement vérifié avec tous les experts en zoologie, etc., mais la petite histoire dit qu'il y a des petites cellules à l'intérieur de cette bouillie qui ont un joli nom. Donc j'avais vérifié ça chez un type de chenille en particulier, des cellules imaginales qui permettent de recréer après le papillon. C'est comme une espèce de cellule souche de papillon. Et je trouve que cette image, il y a pas mal de niveaux de lecture, je trouve, dans cette image, et elle est assez parlante. Moi, cette phase de bouillie, et je l'ai vécu quand même pas mal de fois dans ma vie, et où, en fait, si je reprends l'image d'aquarium, il y a plusieurs facettes de l'aquarium qui explosent en vol, et du coup, on a perdu tous nos repères, on n'a plus rien à quoi se raccrocher, c'est juste le chaos, c'est une espèce de bordel sans nom, où on a l'impression qu'en fait, ça va durer très longtemps, qu'on n'en sortira jamais, etc. Et puis ces petites cellules là, ces petites cellules imaginaires, les micro-signaux faibles qui commencent à montrer ce à quoi pourrait ressembler la suite, et le papillon qui pourrait y avoir derrière. Ça aussi, rétrospectivement, je me rends compte que ça a été là à chaque fois, et maintenant que je suis un peu plus entraîné à les détecter, maintenant je vais les chercher, ces petites cellules-là, pour souffler sur ces braises-là. J'ai oublié la question que tu m'avais posée tout à La l'heure. question, c'était quel intérêt d'avoir conscience qu'on est en transition? Alors, quel intérêt d'avoir conscience? C'est qu'il y a une différence majeure entre la chenille et l'être humain, c'est que la chenille n'a pas le choix. La chenille, elle se met sur sa branche, il y a un truc qui lui dit « arrête-toi, fais ton cocon ». Une fois qu'elle est dans son cocon, elle va se transformer en bouillie, un peu quoi qu'il arrive, sauf si elle se fait manger. Et une fois qu'elle est en bouillie, elle va se transformer en papillon, un peu quoi qu'il arrive. L'être humain, heureusement ou malheureusement, il a un truc qui s'appelle le libre arbitre, et qui fait que quand on se retrouve dans cette phase de bouillie-là, en fait, on a le choix d'aller souffler sur les braises de ces cellules-là et de se transformer en papillon, ou de revenir en arrière et de revenir dans notre état chenille. Et on a cette fameuse petite voix qu'on a évoquée aussi dans un podcast précédent, notre petite voix qui déteste le changement, on en avait parlé, et du coup, les transitions de vie, notre petite voix, pas trop ça la bouscule pas mal, et du coup, à chaque fois qu'elle voit poindre une phase bouillie, elle se dit « oh putain, c'est encore en train de recommencer ». Et si on pouvait essayer de biaiser le truc pour revenir en chenille? Et ça crée une espèce de force de rappel, si on prend une autre métaphore plutôt physique. Et
Et ce que je trouve le plus pervers, c'est quand la petite voix nous fait croire qu'on est devenu papillon, alors qu'en fait, on est redevenu chenille juste avec un peu de couleur, un peu de bigoudi, Mmh. et en fait, rien n'a changé, quoi. Donc ça va être le fait de changer de job, mais repartir dans exactement le même type de métier, en fait. Alors que ce n'était pas du tout ça qui nous appelait. Même changer complètement de métier, changer complètement de secteur, mais se retrouver exactement avec les contraintes qu'on cherchait à fuir, à la base Oui, et tout le à fait. Ouais. contexte qu'on cherchait à fuir à la base. Ouais, on peut faire du changement de vie bullshit ou fake, ou je sais pas comment dire, mais ou de la transition de vie où en fait on fait complètement semblant et hop, c'est comme si on traversait cette espèce de mur du feu de la phase de bouillie, puis ben non, hop, juste avant de traverser, on bifurque et puis hop, pirouette, et on revient à peu près comme avant. Du coup, dans ce que tu transmets, je vois 2 intérêts. Il y a le côté, être un peu, conscient que, on est en phase de transition de vie et pas se laisser bullshiter par la petite voix. Et il y a Ouais. aussi le côté, quand on sent qu'on est dans un mode bouillie, se dire: «Ah bah, en fait, c'est une bonne chose, ça veut dire que va y avoir un après plutôt radieux, plutôt un un mode papillon qui arrive» et du coup, justement, d'être plutôt mieux avec ça et d'arriver à y aller, plus sereinement, quoi. Oui, c'est ça, mais ça permet de remplir ce que j'appelle le réservoir d'énergie. C'est bon, c'est des phases d'énergie relativement basse, hein, parce que c'est dur, hein. Toutes les confrontations d'aquarium, c'est très dur. Ça consomme beaucoup de ressources, ouais, si on veut, et tout ce qui peut nous aider à garder un peu l'énergie, ça fait du bien. Euh, donc il y a ces deux avantages-là. Il y a un troisième avantage, si on veut, c'est que c'est des phases pendant lesquelles l'aquarium, c'est comme s'il s'opacifiait un petit peu, oui, ça devenait du verre un peu dépoli. Ça fait que c'est les phases pendant lesquelles c'est le plus facile d'observer son aquarium. Et ça, c'est hyper précieux, en fait. Parce que dans le temps normal, quand on est dans une phase plutôt stable de notre vie, pour aller voir l'aquarium, ça demande vraiment de s'y coller, hein. Mmh. Soit via des accompagnements, des thérapeutes, etc., des coachs qui vont aller mettre le doigt, etc. Enfin, c'est très dur à faire tout seul. Ça demande de l'énergie, puis souvent on n'est pas trop dans ce mood-là. Justement, quand c'est stable, notre petit doigt nous pousse à profiter de cette stabilité. Dans ces phases de transition de vie, qu'elles soient volontaires, involontaires, conscientes, inconscientes, c'est comme s'il y avait des projecteurs sur l'aquarium. C'est extrêmement précieux. Hein, pour aller observer ses peurs, pour aller observer ses croyances, ses habitudes, c'est juste génial. Moi, je prends mon pied maintenant dans ces phases-là, alors qu'avant, j'étais à repousser, et même en prenant mon pied, la phase de déménagement là, qu'on vient de vivre, j'ai quand même mis 2 ans, hein, à vraiment accepter le truc et faire tout le travail qu'il y avait à faire. Mmh. Alors tu prends ton pied, mais c'est aussi une transition enfin le mode bouillie, c'est quand même très inconfortable. Oui, mais on peut prendre du plaisir à cet inconfort, et sans être Mmh. complètement masochiste, quoi. Ouais. Euh, on peut prendre du plaisir parce que juste, c'est des moments, pardon, c'est des moments, non seulement on s'observe de façon extrêmement fine, et je sais, avec l'habitude, du coup, j'ai perçu qu'à chaque fois, derrière cette transition de vie, il y avait un truc qui m'attendait, que je ne sais pas ce que c'était, mais c'était à chaque fois magnifique. Pas forcément facile, Mmh. mais magnifique. Une espèce de meilleure version de moi-même à chaque fois derrière. Du coup, maintenant, je suis un peu comme quand on ouvre les cadeaux de Noël quand on est enfant, hein, et puis même quand on est adulte d'ailleurs, ou une espèce d'excitation et en fait, de se réjouir, de se dire qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans encore. Et donc, je suis dans cet état-là. Voilà. Mais pour autant, c'est pas le cadeau, il peut être un peu piquant, quoi. Voilà. Mmh. Et, Le papier cadeau en tout cas. forcément très agréable. Mmh. OK. Est-ce que tu aurais un exemple, dans ta vie? Parce que moi j'en vois plein, effectivement des transitions, on en a tous vécu plus ou moins importantes. Est-ce que tu aurais un exemple un peu concret de l'état chenille, l'état bouillie, l'état papillon pour qu'on arrive un peu à se représenter ce que ça peut, à quoi ça peut ressembler dans la vie? Je peux, attends, pardon, l'exemple de mon déménagement. Excellent exemple. Donc, État Chenille, c'était quoi? État Chenille, on avait construit une belle maison bioclimatique d'architecte à Angers, une maison assez design, magnifique, etc. Il y a une dizaine d'années, on l'avait construite en sachant qu'on n'y resterait pas toute notre vie. En tout cas, il y avait un équilibre, une simplicité. On était passé à travers toutes les galères de la construction pour tirer le plaisir derrière. Voilà, c'est confortable. Les petites routines qui sont là, toute notre organisation de famille, les aides pour l'instruction à domicile, etc. Ouais. Ça, c'était côté chenille, très très stable.
Sur quoi ma femme me dit, mais tu sais, cette campagne très, très, très civilisée, là, c'est les vignes qui sont devant nous, qui sont quand même traitées un peu de temps en temps. Ça ne m'appelle pas du tout. Et puis même le réseau qu'on a créé à Angers, ça ne m'appelle pas forcément beaucoup. Ouais, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de montagne, j'ai besoin d'aller vraiment un cran plus dans la vraie nature. Ok, là, la phase bouillie commence, où il y a plusieurs trucs qui se jouent. Je vois bien que ma femme est très forte pour créer ces détonations-là dans notre vie. Et c'est génial. Par contre, la machine derrière qui fait en sorte que ça se fasse pour de vrai, c'est moi. Donc, je vois l'immense quantité de trucs qu'il va y avoir à faire, de changements d'habitude, de changements de déséquilibre. Je vois aussi que j'ai un lien d'attachement extrêmement fort pardon, avec cette maison. Et, euh, et, et ça prend du coup des mois, et même en tout 2 ans, du coup, pour que je détache ça. Et puis, ça demande d'y passer énormément de temps à trouver la maison, trouver le lieu, construire le projet. Ça, c'est extrêmement flou. Il y a beaucoup de décisions à prendre. Il y a énormément d'inconnus. Ça, moi, c'est des phases qui me mettent en bouillie totale, que ce soit dans les vie pro, perso. Et puis, petit à petit, il y a des signaux que dans mon vocabulaire j'appelle synchronicité, qui vont nous faire rencontrer telle personne, puis telle autre, puis arriver dans tel village, on se dit, ah tiens, là, il y a vraiment un truc qui se fait pour nous, et puis un enchaînement après. Ça, c'est la phase de sortie de la phase bouillie, où c'est d'une fluidité, d'une facilité, assez surprenant, je trouve, avec l'habitude. Et puis là, nous voilà, 2 ans plus tard, dans cette maison-là, après tout un enchaînement de synchronicité assez rigolo, dans un équilibre complètement nouveau, avec une fluidité que j'aurais jamais imaginé il y a 2 ans. Ça paraît clair comme exemple? Très clair, très clair. Moi, j'étais en train d'en chercher dans ma propre vie, mais je pense qu'un des plus marquants, c'était, le fait, de voilà, pareil, d'avoir cette vie stable, hein, et puis bien dictée, tu vois, bien dans les cases du travail, la maison, les enfants, les machins, toute cette vie qui était en train de se construire, donc je sais pas, j'avais 27 ans. Donc j'ai construit ça, voilà, j'ai fait mes études, je suis allée, j'ai créé enfin j'ai rejoint un projet start-up et cetera, mais c'était quand même, calé quoi. Il y a la vie était top et petit à petit, il y a des trucs effectivement qui ont commencé à venir par petites touches de: Est-ce que c'est vraiment en accord avec moi? Est-ce que je me reconnais là-dedans? Est-ce que tout ça?» Et la phase bouillie, elle a effectivement pas été très agréable, mais ça s'est fait quand même par petits pas, qui fait que du coup, on est arrivé à avoir cette conclusion de: «Bah, en fait, non, c'est pas possible, on peut pas rester comme ça, c'est là, ça va plus, quoi». Et donc, tu vois, ça m'a fait tilt, en fait, quand tu m'as dit tout à l'heure: «Les humains ont pas le choix», ont le choix contrairement à la chenille, parce que moi, justement, arrivée à ce moment-là, j'ai senti que en fait, j'avais plus le choix. Tu vois, ce côté, bah, en fait, là, non, je peux pas retourner à ma vie d'avant. Je peux pas continuer comme avant. Ça va pas marcher, c'est pas possible, quoi. Donc moi, j'ai eu ce sentiment de en fait, je suis obligée d'aller me mettre dans ma chrysalide. Je suis obligée parce que là, je peux pas continuer. Et après la phase de transition, la phase de bouillie, elle a été, bah, dans tout effectivement cette mise en œuvre, heu comment dire? De logistique, mais il y avait aussi tout ce travail, psychologique de aller faire péter toutes les peurs de: «Ouais, mais si je change de vie», parce que donc on est avec, mon ancien conjoint, on est partis s'installer, en pleine nature, pour aller créer un écolieu. Et donc il y avait toutes ces questions de: «Oui, mais si on fait ça, est-ce qu'on va avoir une retraite? Si on est loin des hôpitaux, comment ça se passe?» Tout plein de peurs qu'on avait héritées en plus de partout, hein, parce que forcément quand tu commences à en parler, tu as tous les gens qui te transmettent leurs peurs, donc pour bien en rajouter à la bouillie. Et donc petit à Ouais. petit, voilà, cette bouillie, elle a quand même été un peu longue quoi, le temps, mais bon, alors nous, on a eu la chance ou je sais pas, ou la bonne idée d'aller se confronter à ces trucs-là, d'aller rencontrer des gens pour aller justement aller faire péter ces peurs les unes après les autres. Donc ça a pris quand même plusieurs mois. Et puis après, il y a eu la décision et ensuite l'installation et après l'acclimatation. Voilà. Et donc voilà, et donc au bout d'un moment, on est arrivé à un stade papillon, on dit: «Ah ça y est, on a installé, ça y est, la vie elle a changé et ça y est, on se sent bien là-dedans», mais effectivement, ça peut quand même être assez long. Ouais, et puis en plus fractal. Moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir des Mmh. phases bouillies à l'intérieur de la bouillie. Ouais, bien sûr. Euh, oui, je rebondis là sur cette évidence que tu parlais. Enfin, effectivement, on a le choix, on n'a pas le choix. Moi, j'ai constaté aussi très très souvent cette évidence
Et je le vois dans les transitions pro aussi, quand quand on change soit de type de format, soit de type d'offre, soit de cible, quand on a fait évoluer, à chaque fois, c'est comme une espèce de révélation. Mais oui, c'est bien sûr, quoi. Et dans les choix de vie au sens un peu plus large, je sais plus, je crois que c'est un philosophe un peu connu qui parle d'une notion de tu dois. Il y a un moment dans ta vie où il y a un tu dois qui te tombe un peu dessus. Et donc, c'est des mots qui sont forts, hein, c'est des mots qui sont, il faudrait prendre avec des pincettes, mais je suis assez d'accord avec ça. Enfin, il y a des moments quand même, il y a des évidences de choix qui sont à faire, même si c'est difficile, même si ça fait peur, etc. On voit bien qu'il y a une espèce d'appel à travers ce mur-là qui est assez inarrêtable, hein. Voilà. Et on peut passer quand même une vie à essayer de l'arrêter, hein. Ça donne Mmh. souvent pas mal de désagréments, ça donne des maladies, ça donne des trucs pas très, très joyeux, mais il y a des gens qui passent une vie à résister à cet appel-là, et à cette sortie de cocon. Comment on le reconnaît du coup cet appel? Toi, tu dirais quoi, Euh, Comment est-ce qu'on le reconnaît? On le reconnaît, la métaphore que je vais utiliser, c'est que c'est comme si nos besoins, c'est quand même une histoire d'alignement avec nos besoins, très loin, hein. C'est comme dans cette histoire de pyramide de Maslow, là, avec les besoins plutôt physiques, physiologiques en bas, les besoins psychologiques au-dessus, et puis les besoins plus spirituels en haut. Plus les besoins sont en bas dans la pyramide, plus ils font de bruit. Donc, besoins physiologiques, le fait d'avoir un toit, d'être chauffé, d'avoir de quoi manger, ils font beaucoup, beaucoup de bruit dans la tête. Les besoins psychologiques au-dessus, le besoin de reconnaissance, le besoin d'appartenance, etc., ils font un peu de bruit. Puis les besoins de réalisation, ils font très peu de bruit. C'est vraiment une musique extrêmement ténue. Et, et pour reconnaître, pour moi, les belles transitions de vie, enfin les plus belles en tout cas, elles sont aspirées par les besoins d'en haut, les besoins qui font juste une toute petite musique très, très douce. Et pour les écouter, on a besoin de faire taire ceux du bas. Voilà. Et qui font un vacarme de dingue. Et donc, soit on peut s'entraîner à ça. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, de m'être entraîné ces 10 dernières années à faire taire ces besoins du bas, le temps d'écouter la petite musique du haut. Et ça permet enfin, voilà, d'écouter, puis d'entendre un peu ce vers quoi on doit aller. Je pense pas que ce soit complètement perché, ce que je dis, même si ça paraît peut-être un peu perché. Et puis, et une autre solution, en tout cas, moi, ce que je pratique régulièrement, c'est le fait de faire un vrai break, quoi, de s'arrêter et de mettre le bon gros frein à main pendant quelques jours, de faire le point sur ce qui s'est passé dans la phase d'avant, sur ce qui va se passer dans la phase d'après, qu'on soit conscient d'être en transition ou pas, quoi. mmh. Et, et ça permet, ça, le temps de quelques jours, ça fait comme un sas pendant lequel, hop, là, c'est ce vacarme de la peur de manquer, même du besoin de reconnaissance, etc. Paf, ils vont se taire et on va pouvoir écouter ce qu'il y a derrière. Mmh. Et ça donne des retraites comme celle que tu proposes là, dans un mois. Donc, je peux faire la pub. Je fais la Ouais, pub. tu peux. Euh, donc, dans un mois, tu proposes quelques jours où on met le frein à main, on arrête le tapis roulant, voilà, dans un cocon bien, dans un endroit bien choisi. On va ça va être juste extrêmement douillet, quoi. Et puis c'est les bonnes conditions pour aller se poser ce genre de questions-là, avec une structure qui permet de mettre la petite voix en veilleuse, enfin bref, voilà, ce genre de retraite-là, moi j'en ai fait régulièrement, vu que j'ai hacké aussi des programmes qui me permettaient de faire ça, mais ce n'était pas prévu pour ça. C'est génial, voilà. Donc Mmh. ça, c'est un excellent moyen de le faire. Un autre moyen de le faire, c'est d'aller déménager en Haute-Provence dans la montagne. Moi, je vois bien que ça met un tel bordel de soi que voilà, c'est pas tout à fait le même genre de projet, mais un peu plus engageant là. Voilà, je recommande plutôt la pause de quelques jours, Mmh. personnellement. C'est plus simple. La pause de quelques jours, elle te permet de faire, effectivement, d'aller toucher en profondeur et d'aller vraiment mettre le doigt sur des détails qui te permettent de voir où tu veux aller. Après, quand tu parlais d'arriver à aller, je ne sais plus comment tu as appelé ça, dans les plus hauts niveaux, des besoins de réalisation et cetera. Ouais. Il y a aussi, la pratique, de la méditation, par exemple, qui permet aussi de faire taire, peut-être les premiers niveaux et qui te permettent d'aller, dans des endroits où tu peux pas aller et d'aller écouter cette petite musique, comme tu disais, qu'on peut peut-être pas entendre, le reste du temps, quoi.
Oui, oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce que les pratiquants de... Moi, je pratique très peu, enfin, c'est quelques minutes par jour, les jours où j'en fais beaucoup, donc je n'ai pas l'impression d'être un pratiquant de méditation. Effectivement, c'est ce que les gens disent. Euh, euh, et peut-être une autre clé peut-être sur cette histoire d'observer les peurs. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que je sois en observation permanente de mes peurs, très aiguë, c'est-à-dire que j'ai Mmh. un espèce de radar, là, comme dans les sous-marins, là, pip, 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 ça tourne tout le temps, et dès qu'il y a une peur qui rentre dans le radar, c'est pip, 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 et je lâche pas le truc, comme si je pointais sur la peur et je lâche pas. Les peurs sont pour moi des signes extrêmement clair et extrêmement fort de ce besoin de réalisation. En tout cas, c'est des fléchages comme des indicateurs. Et du coup, en étant hyper entraîné à aller observer ces peurs et puis à aller les désamorcer ou les dissoudre petit à petit, ça permet indirectement de s'entraîner à accueillir ces transitions de vie puis à les traverser, soit joyeusement, soit comme un guerrier selon les cas. Tout me va en fait, pour peu que on traverse. Est-ce qu'il y a une bonne façon de se préparer à la transition selon toi? Est-ce que c'est Hum, possible? Ouais, alors le premier truc qui me vient, sans avoir beaucoup théorisé ça, c'est d'accepter qu'en fait on est en transition, euh, d'accepter que ce soit un mode par défaut, plutôt que ce soit l'exception, d'accepter qu'en fait on est sans doute toujours en transition, c'est juste qu'on n'en est pas conscient, et que les modes où il faut s'inquiéter, s'il faut s'inquiéter, c'est plutôt les modes où on n'est pas en transition, Mmh. parce qu'on est juste à l'arrêt. Donc on résiste à la transition. Pardon? Qu'on résiste à la transition. Ouais, ou qu'on résiste oui, tout à fait, qu'on résiste à la transition. Quand j'ai un de mes mentors anglais qui dit quand when you stop learning, you stop growing. Quand tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de grandir. Pour moi, quand tu arrêtes d'être en transition, tu arrêtes de grandir. Alors après, il faut savoir si c'est. Moi, un de mes buts, c'est de grandir, hein. Voilà. Je ne suis pas forcément hyper fan de l'hypercroissance économique. Je suis vachement plus aligné avec l'hypercroissance personnelle, si on veut, ou la croissance personnelle un peu continue et sans arrêt. Ça, c'est un des trucs qui me fait vraiment vibrer et qui m'amuse beaucoup. Et, et j'ai un peu l'impression que quand when you stop être en transition, you stop growing. Voilà. Je peux le faire. C'est marrant parce que tu vois, que tu dis, je pense qu'on est tout le temps en transition. Je pense qu'on est aussi tout le temps en train de grandir, même si on ne cherche pas à le faire. Donc, on ne peut pas s'empêcher de grandir, on ne peut pas s'empêcher d'être en transition. Enfin, si, techniquement, on peut s'empêcher, juste que ça fait très mal, en fait. Ça fait Ouais. très mal parce que plus ça va, plus on avance, plus on grandit malgré nous, plus on sent qu'il y a des décalages entre nos besoins, ce qui est important pour nous, et la réalité. Et là, il y a un désalignement qui est de plus en plus grand et qui crée de plus en plus de souffrance, en fait, de mal-être, on sent qu'on n'est Ça, pas bien là où on est, etc. et si on creuse là-dessus, donc, enfin, beaucoup de gens considèrent ça comme perché, mais la plupart des maladies sont des signaux d'une bouillie qui est en train de résister. Et, et donc, pour peu qu'on écoute le sens de cette maladie-là, qu'on essaie de comprendre un petit peu d'où ça vient, pourquoi c'est là, le message que c'est en train de me faire passer, euh, on a des clés assez intéressantes hein, pour Mmh. faciliter la sortie du cocon. Je pourrais Ça pas demande de m'avancer. considérer. Pardon, vas-y. J'allais dire, je pourrais pas m'avancer sur des maladies très importantes, mais je sais que moi, d'expérience, j'ai eu. Enfin, je sais que mon corps me parle vraiment et que quand ça va pas, quand je suis désalignée, il me le dit directement. Moi c'est sous forme de maux de ventre et de vertige. Et je sais que moi, c'est mon indicateur de mon corps qui me dit là, il y a un désalignement là, ça va pas. Pose-toi une question et systématiquement, c'est vrai et dès que la question elle est posée, même si c'est pas réglé en fait, rien que de prendre conscience du truc, déjà mon corps arrête d'envoyer des signaux. Donc je suis alignée avec ce que tu dis sur les maladies. Ouais, je vois bien. Et si on va plus loin sur le corps, mais ça mériterait toute une série de podcasts. Il y a une notion de corps connaissance. Le corps sait les trucs que la tête ne sait pas. Et donc, dans toutes mes expériences d'état modifié de conscience, ça, je l'ai vérifié des dizaines, des centaines de fois. Le corps sait les trucs et du coup est capable de faciliter d'ailleurs les transitions de vie, est capable de faire le boulot à la place de la tête.
et même souvent beaucoup plus rapidement que la tête. Par contre, il faut accepter que la tête ne comprenne pas ce qui se passe. Ça, c'est pas facile. Voilà. Je referme la parenthèse sur ce. Sacré concept que tu nous balances là. Ça nous emmène vachement loin. Mais cette notion juste de corps connaissant, le corps sait. Et c'est plein de trucs. C'est comme s'il avait imprimé une quantité de choses venues de la tête, comme un disque dur, mais dans un langage qui est pas du tout natif pour la tête, et du coup qui est relativement difficile à interpréter pour la tête si la tête n'est pas formée à ça. Ça paraît clair, là, sans ouvrir une méga boîte de Pandore. Hein. À creuser. Bon, et si on ramenait le sujet des transitions au milieu pro, à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Une transition de vie, pour faire simple, moi j'ai associé ça à un pivot. Donc, un pivot, c'est une terminologie qu'on retrouve beaucoup dans les startups. Qu'est-ce que ça veut dire un pivot? Un pivot, ça va être de changer le type de personne qu'on aide, de changer le type de douleur ou de promesse, le type de douleur sur laquelle on les aide ou le type de transformation sur laquelle on les aide, éventuellement de changer le chemin, c'est-à-dire le moyen par lequel on les aide, ou de changer le business model. Et donc, tout ça, c'est les phases de transition de vie. On vit à chaque fois la phase bouillie. Donc, on a une espèce de phase un minimum stabilisée avant, une phase bouillie où tout est à réinventer. En fait, on se rend compte que notre aquarium était pas le bon. Il y avait des hypothèses qui tiennent plus. Il y avait des peurs, des croyances, des habitudes, etc. qui frottaient. Et hop, pour peu qu'on s'en donne la peine, la permission et qu'on aille aller accueillir ces petites cellules imaginables, là, il y a un papillon qui sort à la fin. Ça c'est très vrai. Nous, on accompagne beaucoup de boîtes qui sont dans leur premier million avec un S d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est quand même des cycles assez fréquents, quoi. Voilà, tous les 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an maxi, on a un cycle comme ça dans ces boîtes-là. Et je vois bien que parmi les fondateurs de ces boîtes-là, les dirigeants qui résistent à ces transitions, qui veulent s'agripper au positionnement d'avant, et puis il y en a qui sont vachement plus ouverts à aller chercher le suivant. On a la chance dans le milieu de l'entreprise de pouvoir créer des systèmes et donc de pouvoir pérenniser, si on veut, ce qui existait avant pour que ça continue à alimenter la machine, en continuant avant de rentrer dans la bouillie. Et du coup, pour mettre en veilleuse un petit peu la peur de manquer, ou en tout cas générer de quoi faire vivre la boîte le temps que la phase de bouillie se décante. Ça, c'est au niveau structure. Si on regarde sur l'organisation, on a aussi des phases de bonne grosse bouillie où fonctionne en holacratie, c'est-à-dire avec plutôt une vision circulaire de l'organisation, avec des cercles qui correspondent les uns avec les autres, plutôt qu'en pyramide. Dans un cas comme dans l'autre, quand on réorganise une boîte, bonne grosse bouillie pendant un temps. On peut aller descendre au niveau de l'individu. Si quelqu'un qui change de poste, qui change d'attribution, ça fait de la bouillie, peut être tous les étages. La bouillie est partout. Dans les boîtes, ces petites transitions de vie sont partout aussi. Donc, soit on accueille et puis ça facilite le process, soit on résiste. Ça crée de la crispation, ça crée des espèces de durillons d'arthrose dans ces process-là, et ça fait que c'est long. Et puis, ça peut tuer la boîte, ou ça peut faire partir une personne qui n'avait pas forcément vocation à partir. Là, tu parlais notamment, tu as quand même beaucoup parlé de changements choisis. Il y a aussi des changements subis de l'extérieur ou qu'on n'avait pas vu venir, du genre une levée de fonds, donc avec des nouvelles personnes, du coup, notamment les investisseurs qui rentrent un peu dans les décisions ou les conseils, des changements extérieurs comme le Covid qui vont chambouler aussi ta façon de faire plein de choses d'ailleurs, sur tous les niveaux dont tu as parlé, sur l'organisation, sur éventuellement la cible, le produit que tu faisais avant, etc. Tu parlais d'organisation, le fait juste de croître, en fait, on peut ne pas voir qu'on continue à grandir, et puis en fait, on ne se rend pas compte qu'on passe d'une petite équipe de 5 à une équipe de 60 et que globalement, ça change quand même 2-3 trucs. Donc c'est un peu interne, un peu externe, enfin, c'est moitié choisi, moitié subi. Tu as dit un truc sur... Ah, j'ai raté, je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. C'est parti. Moi, il y a un truc qui me vient là, pendant que tu parles de ça, une passerelle entre les transitions pro et les transitions perso, avec une autre poignée qui peut être utile. Il y a une énorme tentation dans ces phases de transition de vie de basculer dans ce qu'on appelle le mode de victime.
Parce que souvent, c'était le côté subi ou choisi là, Mmh. qui rebondissait là-dessus. Et là, quand même, beaucoup de transitions de vie sont en bonne partie subies. En tout cas, on a l'impression qu'elles sont subies, même souvent c'est le cas. Enfin, c'est beaucoup d'événements extérieurs qui font que, ah merde. Euh, et, et dans ces cas-là, on a tous une part de victime hein, cachée quelque part qui parle plus ou moins fort. Et la tentation est énorme de s'asseoir sur le bord du chemin puis de montrer ses plaintes. Oh, regardez tout ce qui m'arrive. C'est vraiment bien, bien triste ce qui m'arrive. Et ce qui permet accessoirement d'attirer tous les sauveurs du quartier qui vont venir nous réconforter, nous faire des câlins, etc. Et c'est extrêmement... ça fait du bien, ça. Du coup, on a vite fait de se complaire dans cette phase-là. Et je constate beaucoup, donc dans les transitions perso, c'est très très présent, hein, cette phase victime, dans les transitions pro, énormément aussi. Le fait d'aller là au début du Covid, on voyait bien, tout le monde disait, bah, vous savez, à cause du Covid, machin. Non, à cause du Covid, on s'en fout en fait. Là, c'est un événement extérieur qui change les contraintes. Bon, tu choisis soit de faire avec ce nouveau champ de contraintes ou tu choisis de subir complètement et de faire la victime. Mais ça reste complètement dans notre sphère d'influence. En fait, notre réaction reste dans notre sphère d'influence. Le Covid, il n'est pas dans notre sphère d'influence. Notre réaction, elle reste dans notre sphère d'influence. Du coup, c'est un très bon exemple, puisque du coup, dans ce contexte-là, qui est quand même assez facile à voir, peut-être que les entreprises qui ont le plus résisté au changement sont celles qui s'en sont moins bien sorties. Ouais, ce serait rigolo de faire le test, mais ça me paraît assez évident en fait. Il y a une tonne de boîtes qui se sont réinventées ou compris juste qui se sont dit, OK, dans ce nouveau champ de contraintes-là, bon, bah, ça, on ne peut plus continuer à faire comme ça. Acceptons le mode bouillie que ça crée et puis profitons-en. Mmh. On va en sortir par le haut. Et puis, il y a toute une autre série qui se dit, bon, je fais le dos rond en attendant que ça passe. Nous, on accompagne effectivement plutôt des boîtes de services. Du coup, c'est quand même plus facile pour elles, j'entends, hein, que pour une boîte de restauration qui s'est tapé une fermeture administrative pendant des mois, puis des contraintes légales, etc., pendant un an. Donc, j'entends que c'est plus ou moins violent selon les phases. Mais quoi qu'il en soit, le truc qui reste, c'est que notre réaction, elle reste en permanence dans notre sphère d'influence. L'événement extérieur, lui, n'y est pas. Ça m'appelle les signes noirs aussi, ça. Les signes noirs qui sont des événements imprévus, des signes comme l'animal. Hein. La plupart des signes sont blancs, et puis jusqu'à ce qu'on rencontre un signe noir, c'est ce qu'on appelle une surprise stratégique. Covid, c'était une belle surprise stratégique. Un truc qui tombe, pas complètement de nulle part, mais quand même qui tombe, auquel personne n'était réellement préparé. Quoi. Et ça, c'est annonciateur de belles, bonnes, grosses phases de transition de vie à grande échelle. C'est signe noir, voilà. Le 11 septembre, signe noir, la crise de 2008, gros signe noir aussi. C'est des trucs où, rétrospectivement, on peut se dire, ben oui, il y avait quand même un peu des signes annonciateurs, on aurait pu se préparer, mais en fait, dans la réalité, personne s'était préparé à des événements de cette ampleur-là. OK. Dans nos vies respectives, des signes noirs à nos échelles à nous, sans forcément que ce soit le 11 septembre ou la crise de 2008. T'as un exemple? Je t'avoue que j'ai un peu du mal à me représenter ce que c'est un signe noir. Tu as un exemple dans la vie perso Maison qui brûle. Ta maison qui brûle. Ça, c'est un signe noir. C'est une surprise stratégique où tu as beau avoir pris une assurance pour ça. Bon, honnêtement, tu n'es pas préparé à ça. Okay. Et un de nos clients, sa maison a brûlé plusieurs fois. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est quand même dingue, en fait. Successivement, ces différentes maisons ont brûlé, quoi. C'est fou. Un gros accident de la vie, un gros accident, je pense, un accident de voiture, un truc un peu costaud, quoi. Boum, signe noir, parce qu'on n'est jamais vraiment préparé à ça, un truc de cette ampleur-là. Ok. Signe noir, vecteur de transition, à plutôt accepter que repousser, quoi. Bon, de toute façon, tu peux pas trop repousser. Je ne veux pas trop repousser, mais garder en tête dans ces phases-là, c'est juste que dans les signes noirs, tu n'as pas le choix du tout. Quoi. C'est la déferlante qui t'arrive dessus. Tellement violente que c'est un peu une question de mort d'aller suivre un minimum le mouvement. Mais c'est les phases pendant lesquelles on voit le plus qu'en fait notre réaction reste dans notre sphère d'influence. Et c'est la seule chose qui reste dans notre sphère d'influence. Puisque le signe noir nous dépasse, mais en grand. Ok, super. Comment on conclut sur cette transition de vie Comment est-ce qu'on conclut? On Si on conclut, résume déjà, si on résume un peu tout ce qu'on a dit. si on résume, ouais. Transition de vie,
une phase de changement, que ce soit dans la vie pro ou perso, qui semble la plupart du temps assez désagréable, alors qu'en fait, elle recèle à chaque fois un trésor, à minima un trésor de changement d'aquarium et la plupart du temps un trésor de meilleure version de nous-mêmes derrière. Et on a le choix, soit d'y résister, soit de l'accompagner comme on peut, même si c'est la plupart du temps relativement inconfortable. Pas forcément désagréable, c'est inconfortable. Et il y a des petites transitions de vie, des grosses transitions de vie, des très grosses transitions de vie, conscientes, inconscientes, volontaires, involontaires. En fait, on s'en fout. De ma perspective, ça ne change rien. Ce qui change, c'est est-ce que j'accepte d'accompagner le mouvement ou est-ce que je résiste coûte que coûte. Ok, génial. Super. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. À nouveau, une conversation bien sympathique. Est-ce que tu veux conclure par ton check-out? Mon Tradition, libérer la bête. Mon check-out, ravi de partager sur ce sujet. Je vois, je n'avais pas forcément préparé toutes les ramifications, là, tous les sujets que ça allait chercher derrière, mais je vois la quantité de sujets auxquels c'est lié. Et ça m'a réjoui, comme d'habitude. J'adore cette vision qu'on appelle systémique, quoi, où tous les éléments sont reliés les uns aux autres, toutes les notions, toutes les clés de lecture se nourrissent les unes les autres, et j'adore ça. Voilà, moi je vais retourner à ma transition de vie du moment, à mes transitions de vie du moment, et du coup mes bonnes grosses phases bouillies, là, très inconfortable, hein, je ne cache pas, quoi. C'est sport, c'est plein de petites emmerdes à gérer, quelques grosses, ça fait peur, etc. Mais c'est génial. Enfin, peut-être mon mot de la fin là-dessus, au moment où on a, après ces 2 ans de recherche, après tout ce travail de deuil de mon ancienne maison de compagnie, au bout de moins de 24 heures ici, je savais que c'était une décision magique. Alors que quand on était dans le camion de déménagement, je n'étais pas encore complètement sûr, quoi. Mais voilà, on a posé les cartons dans le bordel ambiant. Là. 24 heures plus tard, je suis venu voir le terrain, je profitais du soleil début de matinée, couleurs magnifiques, etc. Je me dis, ah oui, ok, c'est pour ça qu'on est venu, c'est pour ça qu'on a fait tout ça, et on est déjà en mode papillon. Ça vient très vite. C'est très beau. Et bravo. Toi, check-out, merci. Moi, mon check-out, eh bien, je suis très contente. Effectivement, je n'avais pas vu non plus tous ces sujets qui allaient émerger. D'ailleurs, si les personnes qui nous écoutent ont envie qu'on creuse plus en détail un des sujets qui a été évoqué, parce qu'on a vraiment parlé de beaucoup de choses, ça pourra faire le sujet d'un prochain podcast. Donc, n'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire là où vous entendrez ce podcast ou vous le regarderez. Merci beaucoup Nicolas, merci aux personnes qui nous ont écoutés. Ah, vas-y. Et si on veut trouver des infos sur la retraite que tu proposes, donc ça c'est une info qui va peut-être périmer, parce que si vous écoutez le podcast dans 6 mois ou dans 1 an, je ne sais pas si la retraite, notre retraite il aura lieu ou pas, mais en tout cas si vous l'écoutez au moment de sa sortie, où est-ce qu'on peut trouver des infos sur la retraite que tu proposes tout début d'année 2022? Sur ma page Facebook, Natacha Huguemillo, Vie alignée, ou sur mon compte LinkedIn. Vous pouvez me contacter et on pourra en discuter ensemble. Merci beaucoup Nicolas pour ce rappel. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés et à très bientôt. À bientôt, salut.